Walt Disney, c'est l'une des chutes les plus astronomiques de la finance. Une perte de 200 milliards de dollars, passant de 367 à 158 en un an. C'est comme si la valeur totale de McDo s'était évaporée. Il n'y a pas eu une telle chute pour le géant américain depuis la mort de Walt lui-même. Critiqué pour ses choix créatifs, coincé dans les polémiques wokistes et se mettant à dos les fans hardcore avec le prix prohibitif de ses parcs, ce géant qui nous fait rêver semble avoir perdu toute sa magie. 2026, pour éviter le naufrage, Mickey est-il en train de mettre ses grosses oreilles sur la table? Visiblement oui. Il semblerait que le géant du divertissement veuille faire all-in pour stopper sa chute vertigineuse. Parcs d'attractions, films, services de VOD, merchandising, et au-delà de tout ça, Disney cache un développement de business bien plus obscur, peu connu du grand public. Disney, c'est un véritable empire composé de blocs interconnectés. Bienvenue dans les coulisses de la reconquête. Disneyland Paris, ce n'est pas juste un lieu de vacances, c'est une machine socio-économique d'une puissance colossale qui s'étend sur 21 km². Pour vous donner un ordre de grandeur, c'est plus grand que la ville de Nancy. Et ce territoire, Disney le gère comme un véritable petit État, avec sa propre sécurité et une influence sur la région qui dépasse tout ce que vous pouvez imaginer. Pourtant, il n'y a pas si longtemps, beaucoup prédisaient la chute de ce géant. En 2017, la maison mère a dû injecter 2 milliards d'euros pour acheter les parts restantes qui ne lui appartenaient pas encore, et ainsi se débarrasser des actionnaires réticents aux futures extensions du parc. Et d'ailleurs, Bob Iger a rapidement annoncé une extension massive avec le Campus Marvel, World of Frozen et encore le Roi Lion. Mais le pari a payé au-delà des espérances. Si l'on regarde la courbe des 5 dernières années, le redressement est spectaculaire. Après une année 2021 catastrophique où le parc a dû survivre avec seulement 500 millions d'euros de revenus à cause du Covid, la machine est repartie à une vitesse folle. En 2023, les revenus ont bondi à 2,4 milliards et aujourd'hui en 2026, Disneyland Paris affiche des résultats records dépassant les 2,6 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Ce qui est encore plus impressionnant, c'est que leur bénéfice net a triplé en 2 ans, prouvant que le parc n'a jamais été aussi rentable. Mais cette rentabilité insolente a un prix, et ce sont nous, les visiteurs, qui le payons. La stratégie de Disney a radicalement changé. Ils ne cherchent plus à battre des records de fréquentation, mais à maximiser ce qu'ils appellent le revenu par tête. On assiste à une véritable inflation. Si l'on prend les passes annuelles, le constat est cinglant. Le pass haut de gamme qui coûtait 223 € en 2016 est passé à 399 € en 2019 et a été remplacé par une version à 799 €, soit une augmentation de plus de 250% en l'espace de 10 ans. Encore plus clairement, quand à l'époque on pouvait prendre 4 passes, aujourd'hui on ne peut en prendre plus qu'un. Et si on oublie ces passes, pour un voyage classique avec une famille de 2 enfants et de 2 adultes, un séjour de 2 jours avec une nuit d'hôtel et un repas descend rarement en dessous de la barre de 1 300 €. C'est quasiment le double de ce que propose la concurrence directe comme le parc Astérix ou Europa Park, où un séjour équivalent tourne plutôt autour de 600 à 800 €. Disney assume totalement ce positionnement de luxe en transformant l'expérience en un produit premium, allant même jusqu'à proposer des coupes de champagne pour une vingtaine d'euros qui font fureur sur les réseaux sociaux. Et l'histoire est loin d'être terminée. 2 milliards d'euros, c'est le coût de l'extension Adventure World qui vient remplacer Disney Studios. Et le land dédié à la Reine des Neiges a coûté 500 millions d'euros. L'objectif est limpide, transformer le site en une destination où on reste 3 jours au lieu de 2, car chaque nuit supplémentaire représente un bonus net de plusieurs centaines d'euros par famille. Au-delà de l'argent, Disneyland Paris est devenu un pilier social unique, devenant le premier employeur privé monosite du pays. Et si les parcs sont les coffres-forts de Disney, ils ne sont que les reflets de la puissance de ses films. Mickey comptait ses billets à Paris, les créatifs d'Hollywood, eux, faisaient grise mine. Et d'ailleurs, le saviez-vous, si le château de Disneyland Paris est rose, ce n'est pas un hasard. Il est de cette couleur pour contrer la grisaille du ciel parisien et également orienté plein sud pour ne pas avoir de contre-jour. Parenthèse mise à part, si Disneyland Paris est un élève modèle de la rentabilité, il n'est qu'une pièce sur l'échiquier du monde de Mickey. Le cœur du réacteur Disney, c'est le cinéma. Et il a frôlé l'explosion en 2023. On va parler des chiffres qui font mal, de la fatigue Marvel à la polémique woke qui a enflammé les réseaux sociaux. Pour comprendre le malaise, il faut remonter aux fondations de l'empire actuel, les rachats massifs. En 2009, Disney s'offre Marvel pour 4 milliards de dollars. En 2012, c'est au tour de Lucasfilm et Star Wars pour la même somme. Sur le papier, c'était le coup du siècle. À ce jour, Marvel a rapporté plus de 30 milliards de dollars au box-office mondial. Mais à force de vouloir transformer ses mythes en produits de consommation courante, Disney a fini par provoquer une overdose. Cette fatigue, c'est celle d'un public qu'on a forcé à travailler pour comprendre un film. Il fallait désormais avoir vu 3 séries sur Disney+ pour suivre l'intrigue, même les fans ne s'y retrouvent plus. The Marvels est devenu le pire flop du MCU, avec seulement 206 millions de recettes pour un coût total dépassant 450 millions. Entre suite et essorage de grandes licences, Steven Spielberg, le père du blockbuster moderne, a tiré la sonnette d'alarme lors de la CinemaCon 2026. Il a prévenu les studios, et particulièrement Disney, avec une phrase qui résonne comme un avertissement. Si tout ce que nous créons n'est plus que de la propriété intellectuelle franchisée, nous allons finir par tomber en panne sèche. Pour Star Wars, c'est totalement différent. Disney ne sait pas quoi en faire.
Depuis le rachat, la gestion créative est devenue un véritable champ de bataille. Sous la présidence de Kathleen Kennedy, les réalisateurs ont défilé comme dans un moulin. Phil Lord, Chris Miller, Colin Trevorrow, tous ont été remerciés, faute de vision compatible. Résultat, une postologie décousue qui a certes rapporté 6 milliards de dollars, mais qui a fracturé la communauté des fans. Disney a rentabilisé son achat en 6 ans, mais a brûlé le capital sympathie d'une licence vieille de 50 ans. Et comme nous allons le voir un peu plus tard dans la vidéo, le merchandising est un bloc tellement important pour Disney que perdre le cœur des fans est bien plus qu'une simple critique de film. Il y a aussi une polémique qui a longtemps fait rage sur Internet, la stratégie des live-action avec une surcouche de woke. L'idée était simple, recycler la nostalgie, minimiser les risques, tout en rendant ça politiquement correct. Mais le vrai naufrage, c'est Blanche-Neige. Ce remake est déjà un cas d'école. Après les propos de Peter Dinklage, qui a critiqué le projet le qualifiant de rétrograde, Disney, terrorisé à l'idée d'une polémique sur les stéréotypes liés au nanisme, réagit immédiatement. Le studio publie un communiqué en expliquant qu'ils adoptent une approche différente afin d'éviter de renforcer les clichés en remplaçant les nains par des créatures magiques. Le film est perçu comme un symbole d'un Disney qui ne sait plus créer, mais seulement corriger ses classiques. Les adultes, eux, se sentent trahis de voir leurs souvenirs d'enfance balayés d'un revers de main par le créateur, et les enfants, eux, ont largement de quoi faire avec les licences récentes ou des retours en force. Résultat, pour la première fois depuis 2015, Disney a perdu sa couronne de studio numéro 1 mondial au profit d'Universal. Pourtant, au milieu de ce champ de ruines créatif, quelques étincelles ont empêché l'obscurité totale. Si Disney a survécu à sa propre crise, c'est paradoxalement grâce à des personnalités qui ont su briser les codes rigides de la firme. Prenez l'exemple de Ryan Reynolds. En 2024, alors que Marvel est au plus bas, il débarque avec Deadpool et Wolverine. Vulgaire, sanglant et ultra méta, qui se moque ouvertement des échecs de Disney. Un raz-de-marée, 1,3 milliard de dollars au box-office pour un personnage qui était encore inconnu au bataillon il y a quelques années. À lui seul, Reynolds a prouvé que le public n'était pas fatigué des super-héros, mais simplement fatigué des formules formatées et sans âme. Dans la galaxie d'à côté, c'est Jon Favreau qui joue les pompiers de service. Alors que la dernière trilogie de Star Wars avait laissé les fans divisés et amers, et que personne n'a réussi à reproduire l'exploit Rogue One, Favreau a lancé The Mandalorian. En revenant aux racines du western spatial et en créant l'icône mondiale Baby Yoda, il a réussi l'impossible, faire l'unanimité. Ce succès est si vital pour Disney qu'en ce mois de mai 2026, la firme s'apprête à sortir en salle The Mandalorian et Grogu. C'est une première pour Mickey qui a fini par comprendre la leçon. Si le public boude les salles de cinéma, il faut venir nous chercher chez nous, sur notre canapé. Mais ne vous y trompez pas, la concurrence est rude. Tout a commencé en 2019, quand Mickey a joué son va-tout sur son projet le plus risqué, Disney+. Vu comme un Netflix killer au prix dérisoire de 6,99 $, la plateforme a d'abord connu un conte de fées. Et tout ça, encore grâce à Jon Favreau, qui avec sa spectaculaire série The Mandalorian a fait exploser son nombre d'abonnés à 100 000. Mais derrière les records, la réalité comptable était un film d'horreur. Entre son lancement et 2024, Disney+ a englouti 11 milliards de dollars de pertes nettes. Pour remplir sa plateforme, la firme a utilisé 2 leviers. Premièrement, elle a multiplié les rachats massifs pour transformer Disney+ en un hypermarché du divertissement. Après avoir avalé Pixar, Marvel et Lucasfilm, Disney a finalisé l'absorption par la 20th Century Fox pour 71 milliards de dollars, en récupérant au passage des mastodontes comme Avatar, les X-Men ou encore les Simpsons. Le but était clair. Qu'importe ce que vous voulez regarder, vous devez payer un abonnement Disney+. Et quoi d'autre pour nourrir l'ogre ? La production. Sauf que Disney a produit trop et trop vite, empêchant le public de suivre et en injectant jusqu'à 35 millions de dollars par épisode, comme Secret Invasion, que le public a fini par bouder. La firme a sacrifié la qualité sur l'autel de la rentabilité. La série a été un véritable naufrage visuel. Mais le coup de grâce est venu du générique. Disney a avoué avoir utilisé une intelligence artificielle pour le générer. Sur les réseaux sociaux, l'incendie a été immédiat. En pleine grève des scénaristes et des acteurs, voir le plus grand studio du monde remplacer les artistes par des IA a été perçu comme une trahison. À ce moment-là, Disney n'est plus là pour nous faire rêver, mais simplement pour voir jusqu'où il pourrait réduire ses coûts. La situation est devenue si critique en 2023 que Disney a fait l'impensable, supprimer ses propres contenus pour de simples déductions fiscales. Le comble du paradoxe, pendant que Disney brûlait des milliards de dollars dans des franchises, c'est Bluey, un petit dessin animé australien acheté sous licence, qui sauvait les meubles en devenant le programme le plus visionné. En ce début d'année 2026, la plateforme a enfin atteint son seuil de rentabilité. Mais le prix à payer, pour nous, les consommateurs, est lourd. Le partage de comptes a été verrouillé comme chez Netflix et la publicité a envahi les écrans de 30% des utilisateurs. Disney+, ce n'est plus un cadeau fait aux fans. C'est devenu un suivi de votre consommation et de vos goûts pour vous faire passer une nouvelle fois à la caisse. Chaque seconde que vous passez devant votre téléviseur est analysée par des algorithmes pour décider quelle peluche vous sera vendue ou quelle attraction sera construite à Paris. Vous commencez à comprendre la stratégie globale de Disney qui est interconnectée. Ils réfléchissent déjà à quoi vous vendre alors que vous êtes simplement assis sur votre canapé. Et pour être sûr que vous ne puissiez pas y échapper,
Disney a mis son coup de massue, l'arrêt progressif des DVD et des Blu-ray. C'est la fin d'une époque et le début d'une dépendance à leur plateforme. Mais cette dépendance est la première étape d'un projet bien plus vaste. Derrière les pixels de votre écran se cache un business gros, très gros. Si vous pensez que Disney s'inquiète de faire seulement 500 millions au box-office, eh bien détrompez-vous. Parce que la vraie mine d'or de Disney, c'est pas sur vos écrans, mais bien dans votre supermarché. Le merchandising chez Disney, c'est plus de 60 milliards de dollars par an de vente au détail. Vous vous rendez compte? Et c'est George Lucas qui a créé ça en 1977. À l'époque, il avait abandonné une partie de son salaire contre l'intégralité des droits sur les produits dérivés. La Fox pensait faire une affaire, il est devenu milliardaire. Aujourd'hui, Disney a industrialisé ce concept jusqu'à l'obsession. Chaque design est validé par une équipe marketing qui s'assure qu'il sera facile de décliner les produits en peluche, en Lego ou encore en figurines. Quand Disney sort Cars, le film rapporte 460 millions au cinéma. Mais les produits dérivés génèrent 10 milliards de dollars en seulement 5 ans. Le film n'est plus une œuvre d'art, c'est un catalogue de vente interactif. Le coup de génie absolu reste la saga Toy Story. C'est ici que Disney et Pixar ont créé le cercle vicieux parfait. Un film qui nous raconte l'histoire de jouets qui prennent vie pour nous donner envie d'acheter ces mêmes jouets. En nous faisant tomber amoureux de Woody ou Buzz, Disney ne vend pas qu'un film. Il crée un besoin affectif. La stratégie est la suivante. On crée un personnage mignon pour vendre un jouet. On utilise l'attachement émotionnel pour vendre un abonnement streaming. On utilise les données streaming pour vendre le voyage à Disney. On estime que pour chaque dollar dépensé dans un billet de cinéma, un fan dépensera en moyenne 20 à 50 dollars en produits dérivés tout au long de l'année. Et pour Disney, rater une trilogie comme Star Wars, ce n'est pas seulement faire moins d'entrées au cinéma, c'est voir toute la fanbase historique s'évaporer. En transformant des sagas légendaires en simple publicité, Disney est en train de tuer sa poule aux œufs d'or. Ils ont oublié une règle simple. Pour vendre un jouet, il faut d'abord que le fan ait envie de posséder un morceau du rêve. Disney n'est plus une entreprise de divertissement. C'est une pieuvre tentaculaire qui a décidé d'infiltrer votre quotidien dans des domaines que vous ne soupçonnez même pas. Ce n'est pas le seul point, mais regardez déjà le contenu de votre assiette. Disney est devenu l'un des plus gros acteurs mondiaux de licensing agroalimentaire. Des pommes de terre en forme de Mickey, en passant par les céréales jusqu'aux pots de moutarde, Disney ne produit pas la nourriture. Il loue son image à des géants de l'industrie contre des royalties massives. Pour Disney, c'est de l'argent net sans risque industriel. Mais le vrai business obscur, celui qui ne fait jamais la une des journaux, c'est vos données privées gérées par IA. En 2026, Disney a déployé son système de Predictive Magic, un système de suivi de vos habitudes portées par l'IA qui sert à ajuster les tarifs des chambres d'hôtel en temps réel et à vous envoyer une publicité pour une glace au moment précis où l'algorithme détecte que vous avez chaud et que vous saturez. Mais le projet le plus vertigineux reste la percée dans l'immobilier avec Story Living by Disney. Toujours en 2026, le premier quartier résidentiel, Cotino en Californie, est sorti de terre. Ce sont des quartiers entiers gérés par la firme, avec un design contrôlé et surtout une collecte de données intégrée à l'architecture même de votre foyer. C'est l'extension ultime de la marque. En 2026, l'empire Disney n'est plus seulement à Hollywood. Il est dans vos souvenirs d'enfance, dans votre salon, via un streaming, dans votre petit déjeuner. Mickey est en phase de réussir son pari, transformer le rêve en un écosystème où il est impossible de sortir. La question n'est plus de savoir si vous aimez encore Disney, mais si vous pouvez vivre sans lui. Merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'oubliez pas de vous abonner pour suivre nos prochains contenus et surtout n'oubliez pas, faites respirer votre patrimoine.